Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre et aussi fondateur de l'Organisation des leaders pour la paix. On va en parler dans quelques instants. Est-ce que la paix a de l'avenir? En tous les cas, en France, il y a un climat de violence. Nicolas Sarkozy, hier, a fustigé un climat de haine. Vous partagez ce point de vue? Ah, tout à fait. Je pense que c'est très grave parce que ça se répand très très vite. Ça a commencé par les réseaux sociaux, mais ça gagne la politique. Et on voit même dans les discours politiques une forme de violence verbale qui est très préoccupante, sur le plan national d'ailleurs comme sur le plan international. C'est un phénomène international. Oui. On le voit dans les manifestations, on l'a vu à Barcelone, on le voit à Hong Kong, on le voit à Paris, partout. C'est une menace, c'est une menace pour la démocratie? Ah, je pense que c'est une menace pour la démocratie, c'est une menace pour la représentativité, c'est une menace parce qu'on cherche à légitimer la violence. Derrière la violence, il n'y a rien de bon. La violence et la guerre sont deux sœurs jumelles. Et au fond, plus la violence se développe et plus notre monde devient dangereux. Oui. C'est quelque chose de très grave. La seule façon aujourd'hui de pouvoir apaiser, c'est de refaire de la politique. Pourquoi on a inventé la politique? On s'est donné des règles pour vivre ensemble, pour éviter que les gens se battent. Parce que finalement, dans toutes les sociétés primitives, on se trouvait avec des conflit. On a inventé la représentativité, les institutions, la Constitution pour faire vivre ensemble. Le vivre ensemble, oui, c'est nécessairement la non-violence. Alors, un président de la République qui ne veut pas assister à une représentation théâtrale parce qu'il y a une intrusion dans la salle, la CGT qui revendique l'envahissement de bureaux de la CFDT, tout ça vous paraît porteur de menaces? Absolument. C'est au fond cette radicalité qui passe à un moment à un autre par, au fond, l'anéantissement d'une certaine manière de l'adversaire. Et donc, c'est la marginalisation, écarter l'adversaire du champ politique. Et tout ça, c'est le manque de respect. Moi qui ai servi la France sous l'autorité de Jacques Chirac, il me disait toujours que la clé politique, c'est le respect. Et que le démocrate, d'abord, c'est quelqu'un de respectueux de l'autre. Oui. Et au fond, la violence, c'est la négation de l'autre. C'est pour ça que sur le terrain politique, il est irresponsable que des élus qui sont par définition là pour remplacer la violence par le débat, puissent avoir cette violence dans le débat. C'est inacceptable et les extrêmes aujourd'hui ont une culpabilité puissante à développer la violence. Oui, est-ce que Emmanuel Macron porte une responsabilité dans cette situation, dans sa façon dont il conduit la réforme des retraites, par exemple? Je ne crois pas. Évidemment, on peut s'opposer à la réforme des retraites, mais on peut s'opposer quand même par d'autres moyens que par l'incendie de voitures, les violences que l'on voit un peu partout. Sur le fond de l'affaire, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on cherche à légitimer la violence. J'ai vu, avec les Gilets jaunes, une banque brûlée et des gens applaudir. On ne peut pas légitimer la violence. Il n'y a rien de bon derrière la violence. La violence, on la lance et on ne sait pas où elle va, car elle conduit son chemin tout seul. Et au fond, les égoïsmes, les brutalités et tout le simplisme et les esprits primaires et sommaires l'emportent, et c'est la démocratie qui meurt. La violence, c'est l'ennemi numéro un. Certains disaient, l'ennemi, c'est la finance. Moi, je dis, l'ennemi, c'est la violence. Oui, vous disiez que cette violence, elle est mondiale. Aujourd'hui aussi, d'une certaine façon, avec l'Organisation des leaders pour la paix que vous avez fondée. Vous étiez à New York il y a encore quelques jours, rencontré le secrétaire général des Nations Unies. Vous dites aujourd'hui qu'il y a une menace pour la paix dans le monde? Il y a une menace parce qu'on ne tolère pas le dialogue et notamment le discours avec l'adversaire. On considère l'adversaire comme quelqu'un qui ne mérite pas le dialogue. Et au fond, on ne va à la paix que par le dialogue. On est en train d'essayer de marginaliser l'ONU, on est en train de marginaliser les organisations multilatérales. L'OTAN, par exemple, dont Emmanuel Macron a dit qu'elle était mornée. Absolument, oui. Mais tout comme les Américains se retirent de l'UNESCO. Aujourd'hui, on ne fait pas du dialogue vraiment le process de paix qui est essentiel. Mais pour faire du dialogue, il faut quand même respecter au minimum l'autre. Je peux être en désaccord avec vous, mais je peux vous parler et je dois vous écouter. Et ça, c'est vraiment la clé aujourd'hui de la voie pacifique. Et à l'ONU, on a discuté beaucoup avec Guterres, mais aussi avec les femmes. Les deux seuls phénomènes à peu près positifs dans le monde aujourd'hui, c'est l'émergence des femmes, y compris dans les médiations dans les conflits, et la mobilisation des jeunes sur les questions de la planète et de l'environnement. Tout le reste est négatif, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Même si on entendait Greta Thunberg qui vient de dire qu'on n'a rien fait pour le climat à l'occasion donc du sommet de Davos. Oui, elle est naturellement un peu extrême dans sa logique là, mais ce qui est très important, c'est qu'un grand nombre de jeunes aujourd'hui ont pris la conscience que les parents n'avaient pas de l'importance de la survie de la planète. Et donc il y a là quelque chose de positif, mais ce qui me préoccupe, c'est de voir par exemple la course aux armements.
on est reparti avec une croissance américaine qui est en grande partie fondée sur le développement de l'armement. Donc c'est Trump qui est responsable aussi de ce climat aujourd'hui pour sa réélection? Je pense que Trump a une responsabilité majeure, notamment par son mode de gouvernance, par sa brutalité, et puis par le fait qu'il développe l'unilatéralisme, mais aussi le protectionnisme, et qu'il ne cherche pas à faire de l'Europe un allié. Il désigne l'Europe comme un ennemi, il nous vraiment complique la tâche avec Poutine, il nous interdit de nous développer avec l'Iran, il nous fragilise sur l'euro, il soutient le Brexit, c'est-à-dire qu'il a fait de l'Europe un adversaire. Aujourd'hui, pour la paix du monde, il faut des alliances. Le match Chine-États-Unis, qui est devant nous pour de nombreuses années, est porteur de tensions graves. La seule issue positive, c'est que l'Europe essaie d'être le troisième pilier mais ça n'est pas pour le cas. apporter. Aujourd'hui, l'Europe est très affaiblie. On parlait à l'instant de la situation en France, mais l'Europe dans son ensemble. Ce n'est pas le cas. Il y a une stratégie Macron positive dans cette direction, c'est le franco-allemand. Quand M. Macron reçoit Xi Jinping avec Mme Merkel dans son bureau et avec le président de la Commission, Juncker, il y a là une stratégie qui est une stratégie de force. Face à la Chine, face aux États-Unis, l'Europe doit être forte. Sinon, nous serons une balle de ping-pong qui recevra un coup de raquette de la Chine et un coup de raquette des États-Unis, et nous ne pourrons pas décider dans notre souveraineté. Regardez aujourd'hui ce qui se passe sur les technologies de communication, et notamment avec l'affaire Huawei, où les Américains veulent nous interdire le partenariat avec la Chine. Mais nous sommes là dans une logique où tout ça va se passer régulièrement. Ce sera un jour les États-Unis, l'autre jour la Chine. La seule façon d'être souverain, d'être libre, de ne pas sortir de l'histoire, c'est naturellement le réveil européen. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est fini ça, ou vous y croyez vraiment? La guerre commerciale va durer, et elle va durer plusieurs années. C'est en fait une guerre systémique. C'est le numéro 1 qui n'accepte pas le numéro 2 et le numéro 2 qui veut la place du numéro 1. Ça s'appelle le piège de Thucydide. C'était comme ça que Athènes faisait la guerre à Sparte, et c'est comme ça qu'à Rome, on disait Carthago delendaes, il faut détruire Carthage. C'est une vieille affaire. Le numéro 1 n'accepte pas la montée numéro 2. Et donc là, nous sommes dans une tension aujourd'hui qui a commencé par le commerce, qui se poursuit par la technologie et qui est en fait une guerre de système. Et le président Trump, sous le coup d'une procédure de destitution qui n'aboutira pas d'ailleurs. Qui n'aboutira pas. C'est un épiphénomène. Et ça fait partie de la violence générale, et puis la gouvernance par les tweets, la gouvernance par la brutalité, ça conduit à légitimer la brutalité. Mais quand je vois à l'Assemblée nationale des députés de la France insoumise ou de l'extrême droite qui développent des injures, qui développent une forme de brutalité verbale, tout ça participe à la légitimité de la violence. Or, la violence ne conduit nulle part. Oui, vous publiez ce livre, Chine, le grand paradoxe, chez Michel Lafon, Jean-Pierre Raffarin. Au fond, on passe à côté de la Chine ? On passe à côté de ce qui est absolument... Vous allez fêter finalement les 50 ans de votre premier voyage 50 ans d'observation. Vous connaissez très très bien la Chine. Et vous dites, on passe à côté de quelque chose là ? Je pense que la Chine n'est pas connue en France. Nos deux présidents de la République récents n'étaient pas allés en Chine avant d'être président. Et donc, au fond, dans le pays, on ne connaît pas cette poussée extraordinaire. On voit les défauts du système. C'est un système communiste, c'est un système avec lequel on a des désaccords profonds sur un certain nombre de dossiers. On peut parler de Hong Kong, on peut parler des Ouïghours, on peut parler de Taïwan, on peut parler d'un certain nombre de dossiers sur lesquels il y a des désaccords. Mais à côté de ça, c'est un pays qui construit des villes, de l'innovation, de la recherche, une politique de santé, des choses qui sont très positives dans le développement et des choses qui sont assez négatives. Mais il faut regarder le tout. La Chine va être un partenaire mondial majeur pour les jeunes Français dans leur avenir. Et moi, je veux leur dire, préparez votre part de Chine. Oui. Non pas pour devenir chinois, non pas pour adhérer aux positions de la Chine, mais pour dialoguer avec elle et que vous soyez forts dans votre connaissance de la Chine pour défendre vos propres valeurs. Mais c'est quoi ce paradoxe chinois au fond ? C'est que le Chinois rassemble des contraires. C'est que c'est un pays très centralisé, gouverné par un parti communiste, mais dans lequel les provinces ont beaucoup de pouvoir. C'est un pays qui est le premier pollueur, mais c'est aussi le premier pour les technologies de l'environnement. C'est celui qui a fait une amélioration de l'environnement sur Pékin, par exemple, où de temps en temps on voit le ciel bleu alors qu'on ne le voyait jamais. Et donc, c'est à la fois un pays avec lequel on a des désaccords, mais c'est aussi un pays qui gère les contraires. C'est le yin et le yang. C'est cette philosophie confucéenne qui fait qu'il y a en Chine des choses qui peuvent nous intéresser. Très vieille civilisation, plus de 5000 ans. C'est eux qui ont inventé la brouette, la boussole et beaucoup d'autres choses, le papier par exemple. Donc il ne faut pas les mésestimer, il ne faut pas avoir vis-à-vis du peuple chinois. On peut discuter les dirigeants, on peut discuter les thèses, mais le peuple chinois qui en 32 ans
est devenue la deuxième économie du monde, ça mérite le respect. C'est ce que me disait Jacques Chirac. Oui, oui. Et je voulais dire sur un plan plus personnel encore, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'on le disait, ça fait 50 ans. Qu'est-ce qui finalement a fait que ce pays vous a attiré et qu'au fond, vous avez trouvé dans cette Chine, il y a 50 ans, donc c'était tout à fait autre chose, mais quelque chose peut-être de profond, j'allais presque dire une part de vous-même, ou un jardin secret, ou quelque chose qui fait que vous êtes autant attaché à la Chine? Je pense que je suis très attaché au peuple chinois. C'est un peuple de culture, c'est un peuple de civilisation. C'est un peuple, au fond, qui a la sensibilité assez proche de la nôtre. Mais comme il n'a pas les apparences de cette proximité, on découvre ça progressivement. Parce qu'au fond, ce sont des gens qui sont tellement différents de par leur civilisation, de par leur langue qui est incompréhensible, de par leur calligraphie qui est magnifique mais qui est insaisissable pour un occidental, par le mode de pensée. Il y a beaucoup de choses qui sont impensables pour un Chinois de la façon dont on peut vivre. Donc il y a des oppositions assez incroyables. Mais on s'aperçoit que le peuple, finalement, on arrive à le comprendre. Et moi, je vous assure, je ne parle pas le chinois, je ne suis pas un expert. Vous savez, Paul Claudel disait, quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous pensez des Chinois ?» il répondait « Oh, votre question m'embarrasse, je ne les connais pas tous. » Donc moi aussi, je suis très prudent, je ne les connais pas tous. Mais ce que je sais, c'est que j'arrive à les comprendre par leurs gestes, par leurs regards, par leurs attitudes, par la communication non verbale. C'est un peuple sensible, c'est un peuple qui aime la culture, c'est un peuple avec lequel nous avons des proximités. Et ce que je veux dire aux gens, et à mes amis, et notamment aux plus jeunes Français, c'est qu'il faut qu'ils se préparent à connaître ce peuple, parce que ce peuple jouera un rôle important dans l'avenir, pour défendre nos propres valeurs, parce que ce ne sont pas les mêmes, et notre propre histoire, parce que ce n'est pas la même. Merci beaucoup, merci Jean-Pierre Raffarin. Chine, le grand paradoxe, publié chez Michel Lafon. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous.